Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 10 juin pour vous accompagner pendant une nouvelle demi-heure. À mes côtés, comme chaque matin, c'est Antoine qui réalise cette émission en régie avec un numéro de téléphone à connaître de votre côté si vous souhaitez interagir avec nous durant cette matinale. Le 06 84 54 77 23 il vous permet notamment de répondre à la question du jour. Jetons tout d'abord un coup d'œil pour commencer cette matinale à la carte météo de ce troisième jour de la semaine, avec des hautes pressions qui reviennent par l'ouest, imposant donc des conditions de plus en plus stables et lumineuses dans le ciel vendéen en ce mercredi 10 juin. Du côté des températures, vous avez déjà 10 à 12 degrés d'est en ouest au réveil avec un léger vent d'ouest, comptez 25 km/h. Et puis pour cet après-midi, le ciel va se dégager franchement par l'ouest. Vous profiterez donc de larges éclaircies avec des maximales qui sont toutefois encore plutôt douces, entre 18 et 20 degrés d'ouest en ouest cet après-midi, bien inférieur à ce que vous allez pouvoir connaître en fin de semaine. Direction le littoral vendéen pour jeter un coup d'œil aux horaires des marées du jour, avec des coefficients toujours au plus bas, mais qui vont commencer à remonter petit à petit. Comptez 54 et 57 pour les coefficients de marée du jour, avec une prochaine pleine mer qui vous attend à la mi-journée, 13h37 du côté de la Tranche-sur-Mer, 13h31 du côté de Beauvoir et du passage du Goire. Un mot également des chantiers que vous pourriez retrouver ce matin sur la route si vous avez prévu de prendre la voiture ce matin. Du côté de Challans, vous avez quelques ralentissements du côté de la porte de Nantes notamment. Et sachez également qu'en ce mercredi, un mouvement social national est en cours du côté de la SNCF. Conséquence, circulation des trains perturbée. Je vous conseille de vérifier les horaires et de vos correspondances, également de vos différents trajets, soit sur le site TER Pays de la Loire ou bien sur l'application SNCF Connect. Allez, sans plus attendre, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence avec cette manifestation organisée hier à La Roche-sur-Yon par les syndicats d'AESH et d'AED, les accompagnants d'élèves en situation de handicap et les assistants d'éducation se sont mobilisés une nouvelle fois pour réclamer une reconnaissance de leur statut. Ils souhaitent voir la revalorisation de leur profession par l'intermédiaire de la création d'un véritable corps de fonctionnaires de catégorie B, ainsi que leurs horaires étendus vers un vrai temps complet, afin de venir en aide à l'ensemble des jeunes dans le besoin. Des revendications portées jusqu'à la directrice académique. Mon fils a eu besoin d'un accompagnement d'une AESH et malheureusement, en fait, je me suis toujours battue pour mes élèves, pour qu'ils obtiennent le nombre d'heures qu'ils avaient sur leur notification, pour que si c'est une notification individuelle, que je ne sois pas envoyée vers d'autres élèves. Je ne pouvais pas me battre de cette façon-là pour mes élèves et pour mon fils. Psychologiquement, c'est pas possible parce qu'en fait, vous êtes face à des institutions où en fait, votre enfant, c'est juste un numéro. C'est juste un numéro et ça, c'est pas possible en fait. Ce sont des êtres humains et ce sont des adultes et des citoyens en devenir. C'est eux qui vont aller voter derrière. Ils ont besoin d'une éducation et ils ont besoin d'un équilibre. Ils ont besoin de moyens. Et clairement, les AESH, ils sont indispensables à l'école aujourd'hui. Il devrait y avoir un AESH dans chaque classe. Et contacter la direction académique a indiqué qu'aucune personne des services n'était disponible pour réagir à cette manifestation. Zoom maintenant sur une innovation Made in Vendée qui pourrait bientôt se retrouver sur votre terrasse à l'approche de l'été. Voici la table de jardin connectée. Il n'est pas question ici d'intelligence artificielle, mais bien d'une technologie au service du développement durable, car ce mobilier nouvelle génération va pouvoir produire de l'électricité. Un concept novateur d'une table de jardin composée de panneaux photovoltaïques qu'ont développé deux cousins vendéens, un produit fabriqué à partir de matériaux uniquement sourcés en France et qui pourrait bien se développer aux quatre coins de l'Hexagone. Reportage Cyril Guillet. Donc on est devant 5 panneaux solaires qui ont été livrés pour nos premiers modèles à fabriquer. Donc c'est des panneaux solaires venus d'Alsace.
Ce projet, c'est avant tout une histoire de famille, plus précisément de 2 cousins. Martin Gigot, courtier en crédit immobilier, et Baptiste Guillotot, maître d'œuvre. Il m'a contacté pour me faire part d'une idée. Cette idée, c'était imaginer une table de jardin solaire. Il est parti du constat qu'une table de jardin, ça sert à l'année moins de 3% du temps. Et donc il voulait transformer ce mobilier passif en un mobilier finalement productif et qui s'amortit et qui rapporte de l'argent. L'idée de cette table de jardin solaire a germé il y a 1 an et demi, un concept qui se veut simple et durable. C'est un panneau photovoltaïque qui est greffé sur un châssis en aluminium et on branche simplement le panneau solaire à une prise extérieure et ça permet de produire l'électricité pour la maison. Sur un foyer moyen, ça couvre environ 10% de la consommation d'un foyer, c'est-à-dire que ça couvre l'équivalent d'une box internet, d'une machine à laver, d'un micro-ondes, de 3 téléphones, d'un ordinateur, et tout ça sur une année entière. Nous avons une application en français qui nous permet de suivre la production journalière du mois et de l'année. Les panneaux solaires sont produits en Alsace et la fabrication se fait en Vendée, à Esnay, dans l'atelier 3T. On débite, on assemble, on soude et on peint le support de la table qui va venir retenir la partie photovoltaïque qui m'approvisionne. Et on fait le montage, puis on va jusqu'à la livraison. Au mois d'avril dernier, ils ont été invités à présenter leur concept au salon Made in Vendée. Et ils viennent tout juste d'être sélectionnés par la région pour représenter les Pays de la Loire au salon Vivatech à Paris, le plus grand salon de ce type en Europe. Orion qui nous a contactés pour déposer un dossier pour des trophées d'innovation, des choses comme ça, tu vois. Donc ça attire du monde, donc c'est bien qu'il y a un intérêt. Donc c'est vrai que c'est très valorisant pour nous. C'est déjà une belle récompense de voir qu'il y a un engouement derrière ce produit. À noter que 2% de leur chiffre d'affaires sera reversé à l'association humanitaire Bon Volma. Et le salon Vivatech, lui, se tiendra du 17 au 20 juin prochain. Vous avez peut-être assisté ce lundi à l'abattage d'un cèdre du Liban qui trônait depuis 50 ans dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Situé dans le jardin Joséphine de Beauharnais face à l'hôtel de ville, ce cèdre de 8 mètres de haut, âgé d'un demi-siècle, était dans un état dégradé. C'est pourquoi il a été abattu pour sécuriser l'espace et protéger les habitants. Une opération qui s'inscrit dans le plan de gestion du patrimoine arboré de la ville qui vise à recenser l'ensemble de la population d'arbres de la commune et à vérifier leur bonne santé. On a répertorié 33 000 arbres sur La Roche-sur-Yon qui sont tous répertoriés avec une fiche individuelle, suivie et étudiée. L'idée c'est vraiment qu'on ait une bonne visibilité sur tous ces arbres et qu'on les suive, qu'on les accompagne tout au long de leur vie et parfois même dans leur mort parce qu'un arbre, particulièrement en ville, ça vit moins longtemps qu'en milieu extérieur. Et donc on est comme aujourd'hui sur des abattages sécuritaires parce que l'arbre est mort donc il est forcément dangereux. Mais pour chaque abattage, on a une politique de compensation. Donc un arbre qu'on doit abattre, c'est plusieurs arbres qu'on va replanter. On replante en fonction du diamètre de l'arbre abattu. On ne replante pas forcément toujours au même endroit parce qu'on n'a pas la possibilité, mais en tout cas on replante à La Roche-sur-Yon. Et on replante aussi de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup par le passé de platanes, de tilleuls. Là aujourd'hui on va vraiment sur une modification et une variation des essences. Et le tronc du cèdre toujours en place est donc lui actuellement sculpté par l'artiste François Bouteau. Direction la commune du Perrier désormais, où a été présentée hier la 6e édition du festival Réveillons-nous, qui va se dérouler du 12 au 16 juillet prochain. Si l'édition 2025 a été marquée par un record d'affluence avec 1300 spectateurs courageux venus à l'aube pour profiter des concerts, l'édition 2026, elle, sera amputée d'une prestation par rapport à l'an passé. Des raisons budgétaires qui ont contraint l'organisation à réaliser cette année 4 concerts au lever du jour dans des lieux d'exception. Le principe, lui, ne change pas. Le public est invité dès 5h30 pour la représentation, avant le petit déjeuner à 7h. Chaque année, on a de plus en plus de bénévoles qui en fait découvrent la magie de l'organisation de concerts à l'eau, puisque la veille, il y a tout le temps de l'installation, il y a le temps des balances, donc ils peuvent aussi assister à ça. Et puis le lendemain, au petit matin, c'est toujours très, très particulier ces moments. Donc on a de plus en plus de gens qui nous demandent d'être bénévoles. Et puis
comme toujours, à la fois je lance un appel aussi à bénévoles, mais aussi pour les partenaires. Plus il y a de partenaires, plus le festival peut se réaliser dans de bonnes conditions. Voilà, on est toujours un peu assujetti à des restrictions budgétaires, voilà, de la part des régions ou des communes. Donc voilà, ça c'est la difficulté qui nous revient. Mais voilà, si on peut, s'il y a des partenaires qui nous écoutent et qui ont envie de soutenir le festival, on les accueillera avec grand plaisir. Et cette année, Mademoiselle K et Karen Anne se succéderont du côté de Saint-Jean-de-Mont les 12 et 13 juillet, quand Gaël Faure et Bonne Nuit se produiront le 15 et le 16 au Perrier. Une idée de sortie. Désormais, nous vous emmenons ce matin à la découverte d'une toute nouvelle exposition. Cela se passe du côté de Fontenay-le-Comte, dans la maison des Trois Rois, où jusqu'au 28 juin prochain, vous pourrez y découvrir les papiers volants de Pierre Barroux. 10 ans après la disparition de l'artiste, qui avait trouvé refuge en Vendée pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est son fils, Benjamin, qui a conçu cette exposition. Cette dernière intervient à l'occasion de la sortie d'un livre sur son père, un parcours à travers des documents inédits, entre rendez-vous littéraires et musicaux, qu'a pu découvrir pour vous Grégoire de Châtillon. Pierre Barroux, acteur, dans le film culte Un homme et une femme. Pierre Barroux au Brésil, à qui l'on doit l'arrivée de la bossa nova en France. L'exposition Les papiers volants dans la magnifique maison des Trois Rois à Fontenay-le-Comte. C'est une immersion dans la vie et l'œuvre de l'artiste. Une exposition réalisée à l'occasion de la sortie du livre « On n'arrête pas une chanson », la première anthologie de l'artiste par Benjamin, le fils de Pierre Barroux. Mon père écrivait beaucoup et on ignore parfois que c'était un grand auteur. Et notamment, c'est sa vie privée aussi qu'on va un peu découvrir, car il était grand auteur, mais plutôt pudique. Dans les textes retrouvés, il y avait effectivement des amorces de textes qui ensuite ont été développés, comme le fameux Dabadabadab, qui est plus connu Shabadabada. C'est complètement c'est une mauvaise dérivation, quoi. Le dabadabada vient du battement du cœur, mon cœur qui bat, mon cœur qui bat, dabadaba, dab. Voilà, c'est les battements du cœur. Pierre Barroux, c'est 60 ans de texte, de musique, de création. Né en 1934 dans une famille juive, il trouve refuge en Vendée pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une ferme du Bocage. Il arrive en 1943, il a 9 ans. Et en fait, c'est très vite, il bascule dans un univers qu'il découvre comme étant pas un paradis, mais presque. Vraiment, il apprécie énormément le bocage vendéen et la famille qui le sauve, les Rochers. Et de ces 2 ans passés en Vendée vont fleurir toutes sortes de parfums et de mots et de chansons comme la bicyclette, des ronds dans l'eau, mais aussi peut-être une certaine vocation de voyageur et d'être disponible aux rencontres et aux parfums d'aventure. L'exposition Les papiers volants de Pierre Barroux est à découvrir à la Maison des Trois Rois de Fontenay jusqu'au 28 juin. Et donc, je le rappelle, l'exposition est à retrouver jusqu'à la fin du mois du côté de Fontenay. On termine ce journal avec une autre actualité culture. L'association Les Amis d'Edwin, mise à l'honneur à plusieurs reprises sur TV Vendée, vient de publier, après 2 ans de travail et 4 années d'inventaire, cet ouvrage intitulé « Couleurs et sentiments », un livre construit comme une reconstitution de l'œuvre de l'artiste pour le public, avec non seulement des toiles pour le peintre, mais également de nombreuses explications sur le travail qu'a pu mener Edwin Apps dans son atelier du Sud-Vendée Allier. Ce livre est né à la suite d'un inventaire que l'association des Amis d'Edwin a fait pendant 2 ans. On a répertorié environ 600 toiles, numérisées, mis en sécurité. Et puis m'est venue l'idée de dire maintenant qu'on a ces 600 photos de toiles, on peut peut-être commencer à parler d'Edwin. Parce qu'on avait une vue globale de son œuvre et que j'avais un complice, Jean-François Irestorza, qui est une bonne plume et qui connaissait bien Edwin, et on s'est dit bon, on y va. Et cet ouvrage est donc à retrouver dès aujourd'hui dans les bibliothèques. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Jetons un rapide coup d'œil à la carte météo de votre mercredi 10 juin avec un ciel beaucoup plus stable et lumineux qui vous attend
aujourd'hui. Du côté des températures, comptez entre 10 et 12 degrés d'est en ouest ce matin. Cet après-midi, le ciel va se dégager franchement par l'ouest. Vous profiterez donc de larges éclaircies avec des maximales qui vont osciller entre 18 et 21 degrés en moyenne cet après-midi. Chaque matin, nous vous proposons depuis ce lundi un point sur l'avancée de la Vendée Arctique avec votre journal quotidien de la course, dernières images, mots de skipper. C'est parti pour votre journal du mardi 9 juin, préparé par Paul de Watine. On va être obligé d'abandonner, de retourner à Lorient. Troisième jour de course sur la Vendée Arctique 2026 et un premier abandon, celui de Corentin Auro à bord de MA CSF. Alors qu'il était deuxième ce lundi soir aux alentours de 21h, le skipper a été victime d'une avarie majeure. L'un des systèmes d'attache de sa voile a cédé. Après avoir étudié les différentes options avec son équipe, il a finalement choisi de mettre un terme à sa course pour ne pas aggraver les dégâts et a donc fait demi-tour cap sur Lorient, son port d'attache. Dans une vague, ça tapait. Je ne sais pas si elle était plus forte qu'une autre, mais c'est vrai que ça tapait beaucoup. En tout cas, j'essayais d'aller assez vite. Et ça a tapé dans le fond d'une vague. Et boum, j'ai vu le J3 monter en l'air. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Et puis en fait, en regardant de plus près, c'est toute la cadène de fixation de la galette, la partie basse du J3 qui s'est arrachée, donc c'est carrément la cadène qui s'est désolidarisée du pont. Pour les skippers toujours en lice, la nuit a été particulièrement agitée avec des conditions musclées. Sam Goodchild conserve les commandes de la course et poursuit sa progression vers le nord. Derrière lui, Elodie Bonafous à bord de Petit Prince Keguiner hérite de la deuxième place. Moi je pense que ma tête me trahit avant même que je parle. La nuit a fait perdre quelques points de vie, disons. Ça tire un peu, c'est très difficile de se déplacer. Le bateau est très puissant, il y a tout qui vole dans tous les sens. C'est difficile de se reposer. La navigatrice a notamment dû faire face à des problèmes électroniques, tout comme Ambrogio Beccaria sur À la Grande Mapei. Les conditions sont bien denses, hein. Ça tape, ça va vite, ça fume. Waouh. Bon, j'ai lâché rien, là, j'ai eu pas mal de soucis cette nuit sur l'électronique, le pilote, tout ça, comme un mini quoi. La tête de flotte menée par Sam Goodchild a désormais dépassé l'Irlande et poursuit sa remontée vers le nord. À l'arrière de la flotte, Nico Desté, Arnaud Boissière et Manu Cousin composent avec un vent changeant et irrégulier qui complique leur remontée. Au classement, deux groupes commencent à se dessiner, de Sam Goodchild à Francesca Klapchik. Plus loin, derrière, Arnaud Boissière est parvenu à dépasser Nico Desté, tandis que les écarts continuent de se creuser entre les concurrents. Et ce matin, c'est toujours Sam Goodchild qui mène les devants, avec dans son sillage Elodie Bonafous, Violette d'Orange et Francesca Klapchik, à moins de 130 000 nautiques. Place désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce mercredi, une nouvelle chronique ciné consacrée aujourd'hui au festival de court-métrage Rêve de court. La 6e édition avait lieu en ce début du mois de juin à Benay. Adèle Duflan vous emmène à la rencontre du directeur du festival et de membres du jury. Le festival Rêve de court, c'est un festival qu'on a créé il y a 6 ans ici à Benay. Je travaille dans le monde du cinéma comme consultant en scénario, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai voulu créer ce festival ici, dans cette petite commune rurale, parce qu'on a des infrastructures qui sont très très bien. C'est un festival qui met en avant des auteurs émergents, un festival professionnel mais à destination du grand public et de la jeunesse. Je l'ai créé avec mon épouse et avec Michel Clochon qui travaille avec moi depuis 6 ans sur ce festival. L'équipe d'organisation, c'est 8 personnes et pendant le festival, on a 25 bénévoles. Quand on est un auteur émergent, on commence obligatoirement par le court-métrage. C'est le passage obligé avant de faire du long-métrage. Et donc, c'est pour cette raison qu'on met en avant ces auteurs. Et c'est aussi un format qui commence à plaire. On est sur des films de 10 à 20 minutes. Et effectivement, le public découvre des petites pépites et des films faits sur un temps court.
Et les talents de demain, on espère qu'ils sont là aujourd'hui, mais il y en a. Et il y a des très belles choses qui se font. Preuve en est, puisque Sophie Maréchal est au jury cette année. Elle a été primée l'année dernière pour son très beau film Motherless Child. Il suit. Putain. Attends, je te rappelle à la maison, ça va? Bordel. Like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. On ne met pas à l'honneur que les courts-métrages, on met aussi à l'honneur les scénaristes. Donc des films qui ne sont pas encore tournés et des auteurs qui vont présenter leur scénario. Et on espère que ça deviendra des films. Je pense que c'est très important que tous les jeunes puissent avoir accès à la culture, quelle qu'elle soit, et avoir accès au cinéma. Donc on veut les faire participer. Puis en plus, donner un prix des collégiens ou un prix des jeunes, c'est important. Je pense aussi pour les jeunes auteurs. Le jeune public, c'est le public de demain aussi. Moi, j'aime le fait de les regarder et de me forcer à avoir un regard plus critique sur les films, parce que c'est pas quelque chose que je vais faire forcément en allant au cinéma, etc. Et ça m'ouvre... en fait, j'arrive mieux à comprendre comment se forme le film et quel rêve il peut y avoir. J'essaye d'avoir un double regard. Parfois, ça m'arrive de regarder les projets 2 fois pour avoir vraiment le double regard. Le regard d'un homme, tout simplement, qui n'est pas du tout dans le métier, et donc un regard uniquement de spectateur, et puis après de revoir le projet, ou dans l'autre sens, des fois, avec un regard plus professionnel à cet endroit-là, où là je vais avoir un regard extrêmement critique, mais la critique n'est pas forcément négative, elle est constructive, aussi bien sur des questions de musique, évidemment, ce qui est mon domaine, donc forcément, mais aussi sur des questions de lumière, de mise en scène, de détails. Je vais parler de la première difficulté, qui est la difficulté du monde de la culture. Aujourd'hui, financer un festival ou financer des événements culturels, c'est un combat. On s'adapte, on invente, on avance, on essaye de trouver de nouveaux financements, mais c'est toujours la complexité pour organiser un festival. Pour le reste, c'est une aventure qui se passe sur une année. Des appels à projets pour recevoir des films, pour sélectionner des films, pour sélectionner des scénarios, toute une organisation et toute une logistique qui se met en place autour de ça. Et vous retrouvez dès aujourd'hui cette nouvelle chronique signée sur notre site tvvendée.fr. Place sans plus attendre à votre extrait du jour. Tous les matins, dans cette matinale, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, émission d'histoire, de culture, d'actualité ou encore de divertissement. Et aujourd'hui, l'extrait du jour est consacré à l'émission Backstage présentée par David Ovinet. Il reçoit en plateau Alice Hivernojo pour la sortie de son dernier EP Armure. Ravi de te retrouver sur le plateau de Backstage pour la première fois depuis le temps que je te suis. Eh bien, je suis là. Qu'est-ce que ton être intérieur te murmure au moment de commencer l'émission ? Alors, beaucoup d'amour, je suis très heureuse d'être là, beaucoup d'affection, c'est toujours agréable de venir sur ces terres, parler d'un projet que j'ai écrit, que j'ai composé ici. Donc j'ai beaucoup de respect, je suis un peu intimidée aussi, mais comme il faut. C'est normal puisque tu as une pudeur naturelle. Et c'est bien parce que nous allons prendre le temps dans l'émission de parler de ta pudeur, mais parler de ce projet Murmure qui est composé de 2 EP, Murmure, oui. Puis Armure. Nous avons à peu près 20 minutes pour parler de tout ça. Ça te va ? Fabuleux. En attendant de rentrer dans le détail, peux-tu nous dire qui t'a donné envie de faire de la musique, toi ? Qui m'a donné envie de faire de la musique. Alors sur le plan personnel, familial, certainement ma grand-mère paternelle, Raymond Hivernojo. Ouais. Alias Lala, je crois, c'est ça ? Voilà, alias Lala. Raymond Hivernojo, qui était une très grande chanteuse de musique traditionnelle. Ouais. Qu'on a eu l'occasion d'entendre dans une émission sur TV Vendée que tu as faite il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça vient d'elle, parce qu'il n'y a pas de musicien dans ma famille.
Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro de Backstage dès aujourd'hui sur notre antenne. Et nous approchons de la fin de cette matinale. Je vous propose donc de passer sans plus attendre à votre café cuisine. À gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, 2 entrées au parc Pierre-Brune situé en forêt de Mervan. Et cette question à laquelle il vous faut répondre pour tenter de remporter ce nouveau lot: quel skipper vient de terminer sa traversée de l'Atlantique à bord de son bateau de classe mini? Pas question d'IMOCA dans le jeu de la matinale cette semaine, mais bien de la classe mini. Un troisième indice en ce mercredi 10 juin pour répondre à cette question. Le skipper que nous recherchons est resté au Canada pour faire ses études avant de réaliser la traversée retour. Je le rappelle, il s'agit d'un skipper vendéen qui a terminé 3e de la Mini Transat La Boulangère l'année dernière. Et si vous souhaitez participer au jeu de la matinale, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeux, pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour le faire. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous retrouvez ce midi, dès midi et demi, Simon Filippo à la présentation du journal de la mi-journée, un nouveau numéro de Backstage. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain 7h pour une nouvelle matinale. En attendant, très belle journée sur TV Vendée.